Hello, bonjour à tous. Alors ça fait 15 jours qu'on ne s'est pas retrouvé. La semaine dernière, pour tout vous dire, j'ai fait grève. Non, en fait, j'avais un travail de bêta lecture à vraiment retravailler et donc j'ai un peu laissé de côté mes lectures en cours pour vraiment me concentrer sur ce travail-là en particulier. Voilà, donc vous savez tout. Aujourd'hui, par contre, je reviens à mes chroniques traditionnelles. Et en général, je présente des auteurs indépendants, des petites maisons d'édition. Et aujourd'hui, ce sont les papillons que nous allons suivre. Dans un très beau livre, vraiment, dans lequel l'art partage les parts avec les pages, avec un début d'aventure post-apocalyptique. Alors quand je parle d'art, c'est pas dans l'écriture, c'est vraiment parce que il y a des illustrations dans ce livre et qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc ça rend le livre, ça le met pour moi dans la catégorie beau livre, voilà. Et je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé, je vais vous faire part de mon retour de lecture et puis après je vous rappelle que pour ceux qui le souhaitent, il y a une discussion qui est toujours ouverte sur le groupe de lecture virtuel sur le site, donc je vais mettre bien sûr le lien dans la description. Alors c'est un service presse et je remercie vraiment l'auteur pour l'envoi de cette version brochée. Et c'était accompagné aussi de cartes qui représentent les illustrations qui sont à l'intérieur du livre, mais sous forme de cartes. Et c'est vraiment magnifique. C'est un livre qui fait partie de ce que, en général, je collectionne. Donc vous allez, malgré tout ce que je vais dire sur ce roman, sachez que c'est vrai que à partir du moment où il y a beau livre, ça joue forcément dans mon retour général et aussi parce qu'il faut toujours donner une note. Alors ça, j'aime pas ça parce que j'ai toujours l'impression qu'on est à l'école. Mais comme il faut le faire, c'est vrai que ça joue énormément parce que je suis sensible à ce type de roman. Autant je suis pas du tout fan de ce qu'on appelle les romans graphiques, les mangas, mais par contre un roman, alors c'est pas un petit roman, hein, il fait 556 pages. Tiens, à la limite j'aurais pu le mettre dans mon challenge, comme résultat des challenges des pavés de l'été, je l'ai pas fait, mais c'est vrai que cette saison j'ai lu énormément de livres comme ça, très épais. Je me dis toujours qu'en fait il y a beaucoup plus de développement et c'est vrai que j'aime bien les gros bouquins en plus. Voilà. Alors je vous ai fait une analyse de la couverture parce que pour moi c'est une œuvre d'art. C'est la couverture vraiment. Vous pouvez la voir sur l'encart autant vidéo que du podcast audio. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment un coup de génie parce qu'elle représente en une seule photo ou image tout ce qu'on va retrouver dans l'histoire. C'est vrai qu'avant même d'ouvrir le roman, la couverture, elle impose sa narration visuelle. Vous avez une femme en robe jaune qui se tient face à un horizon vert d'eau, pour la mer. Il y a une baleine qu'on voit qui affleure, donc on la voit pas en entier, mais on la voit bien. Il y a un espèce d'héliport, une structure industrielle, des hélicoptères aussi qui griffent le ciel, et de l'autre côté, des papillons qui sont suspendus comme une sorte de prière. Et je trouve que l'image dit vraiment tout. Il y a une tension entre la nature et la technologie. Il y a un combat pour la survie, pour la possibilité fragile
d'une métamorphose. Le papillon, il représente pour moi vraiment la métamorphose. Alors ce visuel, je ne vais pas dire qu'il est joli, il est franchement programmatique. Il annonce la prophétie, il annonce la science, le souffle vital et aussi le vacillement du monde. Pour moi, il place au centre une figure féminine, donc Matilda Ndongo, dont le dos tourné invite le lecteur ou celui qui voit cette couverture comme ça, même s'il ne l'a pas lue, ça l'invite à se projeter, à regarder avec elle cette espèce de futur fissuré. Et franchement, c'est vrai que j'adore ça quand une couverture raconte déjà la promesse d'un livre, et ici c'est le cas, et je trouve que c'est vraiment puissant. La couverture, m'avait attirée, je la trouve attractive, mais une fois le roman lu, elle prend vraiment toute sa splendeur. Alors c'est vrai que je parle pas toujours des couvertures, parce que bon, il y en a, c'est des couvertures, hein, mais là c'est vraiment quelque chose qui marque. Alors il y avait donc des cartes en noir et blanc qui accompagnaient, qui sont le reflet de ce que vous trouverez dans le roman. Ça cartographie la survie, en fait. Il y en a deux. Elles sont titrées, hein, donc il y a Amazon Noster, le sanctuaire. Elle est grouillante de papillons, de silhouettes en marche, de visages il y a un visage en surimpression, et il y a cette planche qui matérialise la lutte entre la fragilité du vivant et la détermination humaine. Et ça fait partie des thématiques que vous allez retrouver dans ce roman. Il y en a donc une autre qui est Matilda, Shanghai 2050, désert du Ténéré. C'est un œil qui fait penser un peu d'ailleurs à l'Égypte, à l'Antiquité. Un œil immense, donc c'est l'éveil, la vigilance, la prophétie. Une skyline très futuriste, le désert, une sorte de serpent qui est lové aussi. Il y a des gardiens, et puis tout évoque la multiplicité des fronts, autant spirituels, politiques qu'écologiques. Elle est assez forte aussi, cette illustration. Alors il y en a, il y en a que deux là, mais parce que j'allais pas vous photographier le livre, mais c'est vrai que les illustrations sont vraiment vraiment intéressantes, et vraiment parfois quand j'ai été un peu perdue, l'illustration elle m'évoquait beaucoup de choses, même si c'est pas une bande dessinée, c'est pas un roman graphique. En fait, c'est un peu comme ça que moi je vois l'art en général, et évidemment ça me parle. Et ces images, elles sont pas là pour décorer. En fait, elles densifient l'univers, elles ancrent la fiction dans une géographie mentale, émotionnelle. Et à mes yeux, le souffle du lépidoptère se lit aussi comme un livre-objet, cette dimension artistique qui compte beaucoup dans mon appréciation globale. Alors c'est vrai que je l'ai annoncé tout de suite, hein, je vais être toujours très claire et très ouverte sur mes chroniques. Il y a aussi en tout début d'ouvrage, il y a selon l'ordre de l'apparition, il y a les bunkers des eaux, et avec les légendes qui permettent un peu de se repérer dans ce monde qu'on ne reconnaît pas vraiment, puisque les États d'Afrique unifiés regroupent plusieurs pays, et c'est vrai que c'est
parfois un peu difficile géographiquement de se situer. Et en fait, il y a un ancrage géographique et cette carte permet aussi vraiment un ancrage. Il ne faut pas la laisser tomber parce que quand on l'oublie, on se perd. Alors, sans spoiler, je vais vous faire le pitch. Donc, pandémie, État africain unifié, je l'ai dit, quête du papillon. Alors, c'est en 2050, il y a une peste qui a ravagé la planète. Les survivants se regroupent dans les États africains unifiés. Vous allez découvrir l'histoire de Mathilda Ndongo, parce que de temps en temps, on revient en arrière sur ce qu'elle était avant de devenir la présidente de ces États. C'est une société qui se scinde. Donc il y a les Camus, ce sont les personnes infectées qui sont tributaires d'un traitement mensuel. Ils ont quand même trouvé un traitement, mais qui ne guérit pas. Et d'un autre côté, il y a la FIAS, qui sont les épargnés, et l'équilibre tient donc à deux piliers. Il y a Mathilda Ndongo, qui est prophétesse, respectée, avec ce qu'elle a mis un peu le translateur. C'est un implant cérébral qui abolit la barrière des langues. Donc c'est fini la tour de Babel. Ça permet à tout le monde d'échanger. Et quand malheureusement le traitement va perdre de son effet, les espoirs et les alliances se fissurent. Parce qu'évidemment, dès qu'il y a un danger... Hein. Et puis la rumeur d'un papillon porteur d'une enzyme salvatrice, elle enflamme les convoitises. C'est évidemment, s'il y a un traitement, tout le monde le veut. Donc il y a une course contre la montre qui s'ouvre, où les émotions, l'amour, la haine, la peur, la foi, deviennent des armes qui sont aussi tranchantes que le virus, que cette peste. Au final, c'est vrai que c'est pas vraiment la peste. Même dans un contexte comme ça, vous allez voir, l'humain n'est jamais simple. Voilà. Alors dans les thématiques. Il y a la puissance écologique, mais il y a aussi une surabondance qui, pour moi, alourdit pas mal. Et c'est vrai que le roman, il a une grande force dans la conscience écologique. Je vais pas vous raconter le début du roman, parce qu'en fait, on sait d'où est venue cette pandémie. Et évidemment, hein, c'est l'homme qui est allé la sortir. Vous verrez un peu comment, pourquoi. Et l'auteur rappelle, alors sans jamais moraliser d'ailleurs, l'empreinte toxique de l'humain et notre difficulté à faire communauté quand tout s'effondre. Alors c'est déjà compliqué quand... Enfin, je sais pas s'il y a rien qui s'effondre, mais c'est vrai que pour un effondrement tel que celui-là, c'est vrai que j'ai pas vraiment foi dans les liens des humains, et là c'est vraiment bien démontré. Donc il y a l'idée du papillon remède qui est quand même fragile, volatile. Cette idée-là, elle dit à elle seule notre dépendance au vivant, et j'y ai trouvé des passages très justes, des questions qui restent, puis qui gratouillent longtemps d'ailleurs après la lecture. Il y a un fil conducteur qui effectivement pose un questionnement. Alors après, je vais dire qui reste... on peut un peu tout inventer. On revient toujours à l'humanité et à ce qu'elle est capable de faire et de ne pas faire. Et là où ma lecture s'est vraiment heurtée, c'est dans la prolifération des pistes. Il y a la pandémie, sa gestion. L'intrigue aborde politique interne, géopolitique, fanatisme religieux, espionnage, trahison, lutte des classes, disparité femmes-hommes. Enfin, c'est même féministe, je dirais.
technologie de contrôle, j'en passe. Il y a vraiment, tout a été mis là, et du coup, je pense que c'est pas un assez gros pavé pour développer tout ça dans un seul bouquin. Alors individuellement, moi je trouve ces thèmes vraiment passionnants, mais ensemble, ils finissent par alourdir la progression, et résultat, enfin personnellement après c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais moi j'ai reposé souvent le bouquin pour souffler, hein, mais c'est rare parce qu'en général quand je suis dans une lecture j'y suis, il n'y a rien qui vient me distraire. Alors que là, bon, le chat venait, je gratouillais le chat, et j'avais pas cette addiction qui en général me fait reprendre, tourner les pages, même la nuit. Le monde, il devient parfois si foisonnant qu'il frôle l'illisible. J'en conviens, ça reflète peut-être la confusion d'une fin de civilisation, mais en tout cas, ça a fatigué la lectrice que je suis. Cette lecture, elle était lourde et épuisante, même si c'est très intéressant. Ça en dit beaucoup. Alors, il y a les personnages. Je vais pas vous parler de tous les personnages, parce que c'est comme les thèmes, ils sont très nombreux. Mais pour moi, il y avait Amma, il y avait Gowon, il y avait Vida. Ce sont des boussoles morales dans cette tempête. Alors, si la galerie de personnages est vaste, personnellement, je me suis accrochée à ces trois figures parce que pour moi, elles éclairent le récit. Il y a Amma et Gowon qui sont des scientifiques dont l'intégrité relie pensée et action. Leur éthique, jamais clinquante, en fait, elle stabilise l'histoire et elle lui donne une colonne vertébrale. Ils font... je ne sais pas s'ils étaient faits pour se rencontrer, mais en tout cas, leur rencontre apporte beaucoup à cette histoire, en sachant que Amma est scientifique, mais aussi le médecin personnel de Mathilda Ndongo. Donc c'est vrai que c'est un personnage qu'on retrouve sous plusieurs jours, et elle est très intéressante. Même dans les questions qu'elle peut se poser, d'ailleurs, dans les réflexions qu'elle peut faire. Et puis il y a Vida. Vida, c'est la suivante personnelle de Mathilda. Et c'est un personnage qui m'a vraiment profondément touchée. Déjà, elle est loyale. Alors, elle a ses failles, elle a aussi son histoire, que je ne vais pas vous raconter. Mais c'est vrai que c'est un personnage qui pourrait être troublé, mais qui, en fin de compte, a son équilibre. Et elle incarne ces héroïnes de l'ombre qui tiennent les mondes alors qu'en fait elles sont en périphérie du pouvoir, mais elle est beaucoup pour Mathilda, et elle est autant conseillère que sa discrétion pourrait en faire un personnage secondaire qu'on ne voit pas. C'est pas du tout le cas. Et quant à Mathilda Ndongo, elle est fascinante par sa dimension politique et symbolique. Pourtant, sa stature de prophétesse la place parfois, même souvent, à distance, presque une statue plus que de la chair. Et je suis curieuse vraiment de la voir davantage éprouvée dans la suite. J'avoue que j'ai envie de revoir aussi Mathias Sissoko et l'insaisissable Idrissa, dont la présence aimantée et très électrique laisse présager des trajectoires assez explosives. Alors Mathilda Ndongo, évidemment, elle a aussi un passé qui explique ce qu'elle est devenue, mais ça... je vous laisse aussi le découvrir. J'ai dit qu'il n'y avait pas de spoil. Alors, dans l'univers et dans les concepts, il y a le fameux translateur. C'est une belle idée de science-fiction sociale. C'est pas que ça apporte un truc fabuleux dans l'histoire, mais c'est intéressant.
c'est dans les trouvailles de science-fiction. Il y a ce fameux translateur, c'est séduisant parce que c'est un dispositif qui est greffé au lobe temporal. Bon, ça c'est peut-être un peu moins séduisant, je dirais. Mais il abolit la barrière des langues. C'est élégant, c'est crédible et surtout c'est vraiment riche d'enjeux politiques. Parce qu'il y a quand même qui contrôle la traduction, contrôle la parole. C'est à double tranchant ce truc-là. Et le roman aurait gagné, à mon sens, à creuser davantage ce fil-là comme un axe central, plutôt que d'ouvrir simultanément autant de portes. Quand on s'attarde sur ce translateur, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas qu'une barrière entre les langues, il se révèle au fil du temps être beaucoup plus, et quand on s'y attarde, le texte il brille. Et c'est de la science-fiction sociale qui prend le lead, et cette dystopie, du coup, elle respire. On peut pas toujours faire tout en même temps. Une chose à la fois, c'est quand même mieux. Et il y a tellement de pistes à suivre dans ce roman que ben forcément c'est assez, je vais vous dire, c'est franchement compliqué. Et je m'exprime sur ce qui, moi, m'a intéressé et pourquoi. Voilà. Alors l'écriture, elle est dense, elle est exigeante et je dirais parfois trop, et même beaucoup trop. Donc le style et le rythme, ben, faut suivre. Et l'auteur signe une écriture vraiment riche, nourrie, qui assume apparemment ses références et sa portée philosophique. Alors on sent la volonté d'embrasser grand, la foi, la science, l'écologie, l'intime, le politique. Ça fait beaucoup, et cette générosité elle peut fasciner, mais personnellement ça m'a saturé. Vraiment saturé. Encore une fois, parce que c'est pas possible. C'est comme si on se met devant des émissions à thème, donc politiques, religieuses, et qu'on change sans arrêt de chaîne. Donc il y a forcément des sujets qui vont échapper, et moi j'analyse ma lecture de cette façon-là. Mon expérience de lecture, c'est ça, c'est que j'ai admiré la réalisation, j'ai vraiment beaucoup à noter, j'ai pris des notes pour éviter de me perdre, mais j'ai pas ressenti cette urgence addictive. C'est rare, ou alors c'est parce que c'est un livre que j'aime pas, et là c'est pas le cas. Donc c'est vraiment un livre que j'ai posé, repris, reposé. Alors, il n'y avait pas de frustration, il n'y avait pas de frénésie, certaines ellipses, certains changements d'échelle rapides m'ont laissé en fait à la porte de scènes que j'aurais aimé habiter plus longtemps. Et entre les chapitres, des fois on a même l'impression d'être plus dans le même roman. Ça perturbe. Alors, est-ce que c'est un défaut? C'est la question que je me suis posée. Alors, pas forcément, parce que ça peut être un choix. Ça peut être le choix d'un roman qui préfère la réflexion à l'emballement. Donc une lecture très lente avec une réflexion à chaque pause, plutôt qu'une vision à l'adrénaline continue, quoi. Et je lis quand même pas mal de bouquins à l'adrénaline continue. Mais si vous aimez les textes qui vous sollicitent, qui mâchent pas, quoi, je pense que vous serez servi. Mais il y a besoin, faut vraiment prendre le temps. Moi, je l'ai lu, j'ai pris le temps de le lire, mais je crois qu'il faut prendre encore plus de temps pour le lire, parce que il y a beaucoup de réflexions qui s'enchaînent derrière. Alors, au niveau de l'objet livre, c'est vraiment ce qui m'a vraiment beaucoup plu.
C'est un plaisir tactile et visuel. Et je le redis, mais je peux le redire beaucoup de fois d'ailleurs. Dans sa version brochée, le souffle du lépidoptère, c'est vraiment un bel objet. J'ai même presque regretté qu'il soit pas en version reliée. Parce que il est tellement un beau livre qu'en version reliée, vous savez, avec la couverture rigide, et ce serait vraiment un livre à garder dans la bibliothèque. Avec une couverture qui raconte donc déjà l'Odyssée, les illustrations. Alors les cartes, vous les aurez pas forcément si vous achetez, ou peut-être vous adressez directement à l'auteur, mais j'ai trouvé que ça prolongeait l'immersion. Et moi j'ai senti une pensée graphique au service de l'histoire. Et ces illustrations sont, si vous les regardez bien, elles sont quand même très particulières. Enfin, dans le trait, il n'y a pas de couleur. Et pour moi, c'est vrai, c'est une valeur ajoutée. Je collectionne ce type d'ouvrage parce que c'est vrai que ça me donne envie de feuilleter, de montrer, de laisser traîner sur la table basse pour allumer une conversation, quoi. Une conversation autour d'un livre, et en fait autour d'un beau livre, c'est toujours plus facile peut-être, même si de toute lecture il y a une discussion. En tout cas, ce que j'emporte moi, c'est le fil rouge, et qui est l'écologie. L'écologie dans son terme empirique, et la promesse d'un tome 2. Parce que du coup, c'est vrai qu'en fin de lecture, je lisais avec mon ressenti sincère la dernière page, c'est ouf, j'ai tourné la dernière page. Mais oui, je suis franche, hein. Mais quand j'ai vu qu'il y avait il y a un tome 2, puis apparemment il va y en avoir plusieurs. Et très probablement, toutes ces thématiques vont se préciser. Et là, ça va devenir beaucoup plus immersif. À moins que, mais non, parce que c'est pas une écriture qui cafouille, quoi. Alors bon, l'idée, elle est partie. Et moi, si j'ai parfois peiné à me repérer dans ce monde en sursis, j'ai regretté la dispersion thématique, c'est sûr. Mais pourtant, j'ai apprécié l'aventure. Donc j'ai suivi uniquement le fil rouge, cette quête du papillon, cette tension entre salut scientifique et puis dérive mystique. Et j'ai gardé près du cœur Ama, Gowan et Vida. Alors bien sûr, le final me laisse dubitative. Pour moi, c'était un one-shot, donc je n'avais pas du tout envisagé qu'il puisse y avoir une suite. Et effectivement, bon, un bouquin qui se termine comme ça, on a juste envie de le prendre, d'aller chercher l'auteur et lui dire hey, « qu'est-ce qui se passe après ?» Mais là, comme il y a la perspective d'un deuxième opus, ça rouvre le champ, peut-être, d'un trou de verre narratif, ou reconstituer ce puzzle, ou affiner les lignes de force, ou donner à Mathilda aussi et aux autres un espace plus net. Et moi, je serais là, curieuse de retrouver Mathias Sissoko et Idrissa. En fait, Idrissa, elle est parfois détestable et très surprenante. Vous allez voir que les personnages sont... Ils ont vraiment des caractères très, très particuliers. Et certains personnages, d'ailleurs, c'est pareil, c'est un peu comme les thématiques. Ils arrivent, et puis après, on n'entend plus parler. Et c'est dommage, parce qu'apparemment... Enfin, c'est pas... C'est des personnages qui, à mon sens, s'ils sont développés, sont très très intéressants. Alors créer un personnage pour le laisser de côté, c'est dommage. Alors, en général, on me demande à qui je recommanderais ce... Alors, moi, j'ai trouvé que c'était quand même... Il y a une part de thriller. C'est post-apocalyptique. Il y a la peste. Mais il n'y a rien de médical, en fin de compte. C'est plus un thriller.
Et évidemment, pour les lectrices et les lecteurs de science-fiction dystopique, ceux qui aiment les univers foisonnants, puis la réflexion politique, c'est vrai que la réflexion politique en général, c'est pas ma came, donc bon. Il y a celles et ceux qui se passionnent pour les questions écologiques, pour les récits où la science et le sacré se frôlent. Ça, c'est toujours très intéressant. Ça va être plus. C'est d'ailleurs ce qui m'a vraiment attiré dans ce roman. Et puis bien sûr les amateurs de beaux livres, ceux des cartes illustrées, qui je pense sont à demander à Micheline Lise, mais ces cartes-là, elles enrichissent tellement l'expérience et la beauté. Donc ça, c'est aussi le côté qui m'a vraiment plu. Et donc, si vous cherchez une lecture au rythme effréné, passez peut-être votre tour. Ce sera pas ça, hein, c'est pas mission impossible. Et si vous aimez les textes denses qui vous font lever la tête pour réfléchir, alors dans ce cas-là, Chrysalide, ça peut vous parler et ça peut vous parler longtemps. Parce que moi, il y a des thèmes. D'ailleurs, il y en a un. Bon, après, pour moi, c'est le sujet qui fâche. Mais je sais très bien que pour alors majoritairement les citadins, parce qu'en fait ils sont pas concernés par le côté construction, mais on prend l'éolien comme quelque chose de formidable. Ça ne l'est pas. Alors comme c'est quand même, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans le roman, et il y en a même qui sont illustrés. Bon, ça, c'est le côté du sujet qui fâche. Moi, j'en tiens pas forcément compte dans la chronique. Après tout, Micheline Lise vit en ville, et évidemment, je crois pas que le problème arrive jusqu'aux oreilles des citadins. Mais moi, en tout cas, j'ai prévu de faire un article là-dessus. Donc si vraiment vous avez envie de connaître ce qui se cache, enfin du moins ce qu'on nous laisse voir, hein, parce que y a beaucoup de bordel là-dedans. Je vais faire un article séparément que vous pouvez retrouver mercredi sur le blog. Voilà. Et sinon, je vous propose autre chose, c'est de chercher ensemble le papillon. Plutôt sympa ça, non? Parce que le souffle du lépidoptère, c'est quand même un projet ambitieux du coup. Quand j'ai vu le nombre de volumes prévus, je me dis que ça va être... C'est quand même un projet, si tout est de cette qualité... C'est vraiment très ambitieux. C'est un roman, enfin, ce sont des romans c'est une suite de romans post-apocalyptiques qui sont pensés comme des œuvres, enfin, comme une œuvre totale, où l'esthétique dialogue avec l'idée, et moi j'ai autant admiré l'objet que débattu avec le texte, et avec des idées qui sont parfois toutes faites. Et quand on est confronté à la réalité, on se rend compte que ça va pas du tout. Mais du coup, c'est parfois bousculé, souvent stimulé. Au-delà de mes réserves sur la dispersion des thèmes et la lisibilité de certains passages, moi je salue quand même la portée écologique et l'audace de cet auteur, parce qu'elle a osé. Et elle a osé beaucoup. Honnêtement, elle ose ce que beaucoup n'osent pas. Donc c'est vrai qu'il y a un engagement. Je vais pas lui reprocher de pas avoir fait 1 milliard de recherches, parce que toutes les thématiques qu'elle aborde, il y en a tellement que j'espère que finalement, avec les retours des lecteurs, parce que
certains sont sensibles à un sujet, d'autres à d'autres. Ce sera aussi une possibilité pour elles de revoir ce qui est la portée écologique. Et c'est beaucoup de béton aussi, donc bon, c'est des bunkers, c'est en béton. Et du coup, je vous propose un truc, c'est de lire, de vous laisser happer par cette couverture, d'explorer les cartes. Je les ai mises en photo sur ma chronique rédigée, et puis de suivre Ama, de suivre Gowan, de suivre Bida, les personnages qui vont vous toucher vous, et de débattre aussi avec Mathilda, et puis de revenir en parler. On a un groupe de lecture, et de venir me dire si le papillon, pour vous, est la clé du salut, ou s'il est un leurre. Si c'est... parce que le papillon, c'est très symbolique, ça peut être un leurre. Donc salut ou leurre. Une discussion intéressante finalement, et moi j'ai très envie de lire vos impressions, j'ai très envie de poursuivre la discussion, parce que ce thriller post-apocalyptique, il appelle beaucoup plus que tout à la réflexion de partager, et comme je l'ai soulevé tout à l'heure, il y a beaucoup de sujets, et surtout l'effondrement qui divise, et ben pour une fois ce serait bien d'unir nos idées, sans se mettre sur la couenne, pour pouvoir aborder des sujets qui sont importants, et qui apportent, ça apportera forcément quelque chose à chacun d'entre nous. Voilà, donc le livre comme base de réflexion, et puis pour le plaisir, hein, pour certains, je suis sûre que c'est une lecture aussi tout à fait plaisir. Sur ce, je suis très bavarde aujourd'hui, donc je vais vous souhaiter une bonne semaine, une bonne lecture, et moi en attendant, je vous dis à la prochaine!